philosophe et créateur de la revue Front Populaire. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Vous auriez pu manifester hier avec les 20 000 personnes pour Adama Traoré? Non, parce que moi je respecte la loi, c'est interdit de manifester, je n'aurais pas manifesté, donc voilà. Je sais pas pourquoi on n'a pas le droit d'aller sur les plages, on n'a pas le droit de, on en parlait tout à l'heure, mais je veux dire d'aller dans des restaurants, et puis là, on a le droit en revanche de manifester. Je suis légaliste, moi. Parce que parfois la cause dépasse l'interdiction, c'est ce qu'on entendait résonner hier, quoi. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'état de droit, ça veut dire que... Je suis pas sûr que, même si la manifestation avait été autorisée, on vous y aurait vu au milieu. Oui, ça en plus, oui, on peut ajouter Pourquoi? ça. Mais là, je réponds... Parce que je pense qu'il y a une instrumentalisation de part et d'autre de tout ce qui a lieu comme ça. Il y a une justice, alors elle n'est pas forcément juste. Il y a la loi, elle n'est pas forcément non plus toujours très éthique. Il y a une espèce de post-vérité, comme on nous le dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des expertises qui disent une chose, des contre-expertises privées qui disent autre chose. C'est assez difficile de pouvoir juger par soi-même, et je trouve que dans des cas comme cela, sauf à en faire une affaire idéologique, et pour le coup l'idéologie c'est pas mon affaire, moi, je préfère ne pas manifester, d'autant que moi les manifestations, la dernière fois je devais avoir 17 ans, j'étais à la fac, c'était je ne sais plus quelle loi, et j'ai quitté très vite cette manifestation parce que j'ai pas l'instinct grégaire. Donc, vous n'aimez pas manifester? Non. Non, mais on peut agir autrement. On peut effectivement être déguisé, avoir un mégaphone et puis crier des slogans que les autres ont écrits pour nous. C'est pas trop le genre de la maison. George Floyd, son nom a été crié hier. Et beaucoup disent finalement ce qui se passe aux États-Unis, on peut le dénoncer aussi en France, à savoir une police qui serait raciste. Oui, il y a sûrement des racistes dans la police, comme il y en a probablement à RMC, comme il y en a au Monde, comme il y en a à Libération, ils se cachent simplement, mais c'est une chose assez partagée, il n'y a pas des endroits où ils y seraient tous, là, les racistes, puis de l'autre côté, des endroits où il n'y en aurait jamais. Donc, je pense que dans un pays... Le policier, il a un pouvoir, oui, d'interpeller parfois de celui de mort. Oui, le problème là-bas, c'est que les armes sont en vente libre. C'est-à-dire que n'importe qui peut être armé et vous savez que n'importe qui peut vous tirer dessus. Donc effectivement, quand vous êtes dans des logiques dites de légitime défense, vous avez tendance à avoir la gâchette un peu facile. Ceci dit, évidemment, je condamne ça. Évidemment, quelqu'un qui est déjà entravé, on n'a pas besoin de lui mettre le genou sur le cou pendant je ne sais combien de temps, 8 minutes, mais enfin de le tuer. Oui. Surtout quand on a vu les images, il était entravé, ça suffisait bien, quoi. Donc on tape pas, on massacre pas, on tue évidemment pas, on n'égorge pas, enfin on fait rien de tout ça. Donc je comprends qu'ils aient la gâchette facile parce que tout le monde est armé, mais c'est pas une façon de justifier le racisme quel qu'il soit dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement on n'a pas à tuer quelqu'un et s'il se fait qu'il est blanc ou qu'il est noir, c'est pas vraiment mon problème. Moi je suis universaliste, je suis un enfant des Lumières et de la raison classique et je n'ai jamais considéré que quelqu'un était bien ou mal parce qu'il avait telle couleur de peau ou telle religion. C'est pas mon propos, moi. Les propos racialisés, les démonstrations qu'on entend ici ou là sur le racialisme, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire des choses un peu banales, mais je dirais les races n'existent pas sauf pour les antiracistes qui estiment que les blancs ça existe. Et que les blancs sont coupables de tout. Je viens de lire Ouria Boutelja que je n'avais pas lu et j'étais assez sidéré de voir que quand on met des majuscules à blanc, à juif, à noir, on estime que les blancs sont de toute façon coupables depuis toujours et tout le temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis coupable de 1492. Bon, d'accord, très bien. Et que même, par exemple, on a vu Victor Schœlcher, la statue de Victor Schœlcher qui a été massacrée, par exemple, en Martinique. On se dit, c'est-à-dire même les abolitionnistes blancs sont des salauds parce qu'ils sont blancs. Et par exemple, elle dit fusiller Sartre. Elle explique que les gens qui portent les valises du FLN étaient des gens qui se donnaient bonne conscience et que de toute façon, quoi que fasse un blanc, c'est pas bien parce qu'il est blanc, même quand il fait des choses qui pourraient paraître intéressantes, genre lutter contre l'abolitionnisme, et que quoi que fasse un blanc, mais que quoi que fasse un noir, même s'il fait quelque chose de pas bien, eh bien c'est toujours bien. On nous explique par exemple que quand des arabo-musulmans, je reprends son expression, violent 500 femmes à Hambourg par exemple ou à Cologne le 31 décembre, eh bien on explique que le coupable c'est le blanc, puisque c'est le mâle dominant blanc du patriarcat qui a supprimé la dignité de ce peuple-là, qui essaie de recouvrer sa dignité en se retrouvant dans la peau d'un violeur, mais finalement le coupable c'est le blanc du patriarcat. On rêve ou quoi? Moi je persiste à croire que nous avons un libre arbitre et que nous sommes responsables de ce que nous avons fait, mais pas de ce qu'a fait le voisin, ou pas de ce qu'a fait l'ancêtre, ou pas de ce qu'a fait le personnage qui est de ma couleur de peau ou qui n'est pas de ma couleur de peau. Donc cette façon de dire nous sommes racisés, nous avons le droit d'être racistes, n'est pas quelque chose qu'un personne, j'allais me dire un philosophe, mais quelqu'un qui dispose d'un peu de raison peut accepter. On peut pas accepter ce genre de choses. Mais sans adhérer aux thèses d'Ouria Boutelja,
vous ne pensez pas, même si effectivement les races, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de race, les races n'existent pas. Simplement, il y a quand même des discriminations qui sont liées à la couleur de peau, ça existe. Et le fait de dire que vous êtes universaliste, moi je l'entends comme attention, il n'y a pas de discrimination, on peut pas reconnaître qu'il y a du racisme, il y en a, mais les races n'existent pas, mais il y a une discrimination liée. Une discrimination des races. Donc il n'y a pas de race, mais il y a des discriminations de race. Non, il y a des discriminations qui sont liées aux couleurs de peau. Et les couleurs de peau, c'est pas des races. Mais peu importe. Peu importe, c'est justement la question. Non, mais peu importe. Mais il y a non, des discriminations qui sont liées à la couleur de peau. Quand je dis la race n'existe pas, ça veut dire que j'ai pas envie de mettre des gens dans des cases en disant on est tous des êtres humains. Il est clair. Simplement, dans la réalité de la société, il y a des discriminations qui sont liées à la couleur de peau. Oui. Enfin, vous le reconnaissez bien quand sûr, même. Évidemment, faudrait être sot pour dire que ça n'existe pas. Mais s'il y a une couleur de peau, c'est qu'effectivement, on peut penser ces couleurs de peau. Plutôt que de dire, mais non, les blancs sont des noirs, les noirs sont des blancs, on est tous des hommes universels, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, on a entendu que les femmes étaient des hommes comme les autres. Il y a juste un moment donné où, quand on a dit qu'il y avait des différences, on n'a pas dit qu'il y avait des hiérarchies. La différence n'est pas une hiérarchie. Exactement, il y a des différences, pas des hiérarchies. La différence est une évidence. C'est-à-dire, si vous mettez des couleurs de peau différentes, 100% des gens vont vous dire la bonne couleur. Normalement, en temps normal, sauf les aveugles. Est-ce que l'antiracisme obsessionnel, de voir que lorsqu'un un blanc tue un noir, ou lorsque un noir tue un blanc, ce qui arrive tout de même aussi, est-ce que cette forme d'antiracisme obsessionnel n'a pas remplacé en vérité à l'extrême gauche ce que le racisme obsessionnel du 19e et du début 20e siècle était exactement, même si l'objet de détestation était différent? Oui, il y a une espèce d'inversion des valeurs totales qui fait que on a le droit aujourd'hui d'être raciste, d'être homophobe, d'être sexiste, d'être antisémite, pourvu que ce soit à gauche. Si à gauche on dit effectivement qu'il faut en finir avec l'État d'Israël, si on est antisioniste, on a le droit effectivement d'y aller en disant les Juifs, le capital, les États-Unis, etc. Là on a le droit, on n'a pas de problème. Si éventuellement un jour on a dit que Juif était Marx était juif du moins, et c'est ce qui est mon cas, on dit mais regardez cet antisémite. Quand je dis effectivement qu'il est un juif et cosmopolite, et que Proudhon est un bisontin... ça joue sur Soros maintenant, de la même manière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a juste un moment donné où, est-ce que quand on dit des choses justes, jusqu'à preuve du contraire, qu'on me fasse la démonstration que tout ça est faux, est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Donc moi, je persiste à croire qu'effectivement, quand on dit on ferait les passer de la gauche à la droite, je dis juste, moi je suis juste resté à une gauche à laquelle vous êtes infidèle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voté Mitterrand en 81, je votais parce qu'effectivement j'étais antiraciste, parce qu'effectivement j'étais contre l'antisémitisme, etc., etc. Et aujourd'hui, on se dit c'est très exactement l'inverse. On a le droit de dire, je reprends Rouria Boutelja qui nous dit que Est-ce que sur l'État-nation, sur des choses comme ça, vous n'avez pas un peu évolué? Non, je crois pas. C'est-à-dire que j'en parle alors que je n'en parlais pas. Alors, est-ce que c'est une évolution? Mais je veux dire que le Proudhon dont je parle depuis que j'ai 17 ans fait l'éloge de l'État. C'est le dernier des Proudhons, c'est-à-dire celui de la théorie de la propriété. Et l'État, dans la mesure où il n'est pas jacobin, je le défends. C'est-à-dire que l'État jacobin, c'est pas l'État girondin. S'il y a un État girondin qui garantit le communalisme ou l'organisation des régions ou l'organisation des provinces, on défend un État qui n'est pas exactement le même. Alors c'est un État-nation. Simplement comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, que les vainqueurs ce sont les Jacobins, et qu'aujourd'hui quand on parle de la Révolution française, on dit ce que Mathiez ou Soboul, qui étaient les historiens communistes, racontaient sur la Révolution française. Évidemment, on tape à bras raccourcis sur les Girondins, alors que les Jacobins disaient à l'époque, les Girondins sont contre l'État, ils sont fédéralistes, ils sont contre la nation, ce genre de choses. Mais c'est de la polémique, tout ça, c'est faux. On peut défendre un autre État, on peut défendre une autre nation, on peut défendre un autre État-nation, ce qui est mon cas. Juste, voilà, avec la revue Front Populaire. Voilà. Juste un petit mot sur Rouria Boutelja, elle ne représente qu'elle-même, et voilà, vous la citez beaucoup en exemple, et franchement, les trois quarts des gens de gauche ne savent même pas qui elle est. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Il y avait combien de personnes dans la manifestation hier? Oui, mais c'est une parenthèse. Juste, vous créez cette revue Front Populaire avec, justement, vous parliez de socle commun, etc. Quand on regarde en fait les différentes personnes qui vous ont pour le moment rejoint, quel est le socle commun? Quelle est la parole commune que vous voulez porter? Parce que ça va de un Didier Raoult qu'on a vu surtout sur des sujets plus scientifiques, à Barbara Lefebvre qu'on connaît bien ici, à vous-même, à d'autres personnes, et je ne vois pas moi le socle commun de ce que vous voudriez représenter.
Ben c'est tout clairement, tout simplement le souverainisme. C'est-à-dire cette idée que si nous voulons pouvoir faire à nouveau de la politique, il faut que nous puissions recouvrer la possibilité de faire de la politique. Le souverainisme, c'est pas seulement pour les États, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, être souverain. Vous savez, en Normandie, il y avait une belle expression qui était être sire de soi, seigneur de soi-même. Oui. Et je pense que... Et philosophiquement, quelle est votre base commune? Quelles sont vos valeurs communes, au-delà d'être souverainiste, parce que ça veut tout et rien dire, hein, honnêtement. Non. Être républicain sans doute, mais à part ça, parce que ça va de la gauche à la droite, enfin voilà, qui êtes-vous, Michel Onfray? Ça c'est une autre question, mais sur la question de la souveraineté, ça me paraît très clair. C'est-à-dire le traité de Maastricht annonce que la France renonce à la souveraineté, à sa souveraineté, au profit d'une souveraineté qui est celle d'une commission qui n'est pas élue, mais où il y a des gens qui sont nommés, qui décident de choses qui sont supérieures à ce que le peuple pourrait décider. Quand par exemple la Ve République nous dit que c'est le peuple qui dispose du pouvoir, et que pour ce faire, il y a les élections, que vous avez des référendums et que vous avez des élections intermédiaires, que le chef de l'État a le devoir de représenter le peuple et non pas le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, en disant j'ai été élu, maintenant laissez-moi faire. Je suis sur cette logique gaulliste de gauche, si vous voulez, qui consiste à dire qu'effectivement, il y avait jadis une règle du jeu, il n'y en a plus. Mais la Constitution, aujourd'hui, elle a été amendée combien de fois? Une trentaine de fois, une quarantaine de fois, ça ne veut plus rien dire. Recouvrer la possibilité de faire de la politique en disant, mais nous devons pouvoir décider pour notre pays ce qui est bon, et ceux qui décident pour le pays ce qui est bon, c'est le peuple. Pardon, dans la mesure... de Villiers, quelles sont vos valeurs communes? Enfin, d'accord. Ben ça, c'est-à-dire l'idée... Mais oui, mais je veux dire, il a quand même des idées. Il est catholique très pratiquant, donc il a peut-être des idées sur l'avortement ou autre qui sont pas les vôtres. Mais oui, oui, ça s'appelle la tolérance. C'est quand même assez sidérant cette idée qu'il faudrait que 100% des gens pensent exactement la même chose sur tous les sujets. Par exemple. Ce que je sais de lui montre qu'effectivement il n'a pas l'intention de restaurer la théocratie. Tous les islamo-gauchistes veulent restaurer la théocratie, mais ça c'est bien. Non. Quand il s'agit d'une... c'est pas bien. Alors dites-le, mais faisons-le savoir. Non mais je n'ai jamais vu Philippe de Villiers dire qu'il faudrait un roi à la tête de la France, il est républicain. Nous dire que la théocratie ce serait quand même beaucoup mieux que la démocratie, c'est-à-dire que la souveraineté devrait aller être cherchée chez Dieu, mais pas du tout dans le peuple. Ce sont des procès d'intention qu'on lui fait. Michel Onfray, vous voulez préparer le monde d'après avec cette revue, vous nous ressortez Maastricht, c'est un peu le monde d'avant. L'Europe, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'avant, vous rigolez, Maastricht, c'est tout de suite là. Ça a évolué. La preuve, regardez ce qui se passe en ce moment. La BCE joue un rôle qu'elle n'a pas joué d'ailleurs en 2008, on lui a reproché. Elle permet à tous ces États de dépenser énormément d'argent pour sauver le maximum de ce qu'on peut sauver de l'économie. C'est la BCE, c'est la Banque européenne. Au début, l'Europe... Elle défend l'Europe. Oui. Pas les nations. Oui, mais elle nous défend nous. Avec notre argent. Oui. Alors, c'est une bonne chose de se mettre en commun notre argent et d'emprunter à plusieurs. On sera toujours plus fort que tout seul. Mais ça, c'est l'erreur que vous commettez en imaginant qu'un souverainiste, c'est quelqu'un qui veut des barbelés, qui veut des miradors, qui veut des militaires avec des chiens. Des droits de douane, par exemple. Oui, alors, les droits de douane partout dans le monde. Les droits de douane entre petits pays, je suis pas sûr que ça soit très efficace économiquement. Vous êtes alors évidemment, il y a plein de gens qui ont dit on a regardé les 1000 premiers abonnés de votre revue et on a vu machin bidule intel, etc. Donc voilà, alto-fascisme, etc. Nous travaillons. Nous travaillons avec des fiscalistes, avec des juristes, avec des économistes, avec des gens qui sont très au point sur tout ça. Et moi je ne le suis pas. Si vous me demandez tout de suite un exposé sur la fiscalité européenne et sur la fiscalité française, je ne vais pas pouvoir être compétent. C'est-à-dire que cette revue, elle est l'occasion de fédérer. À partir du 17 juin d'ailleurs, nous aurons une plateforme qui pour le coup sera un genre de parlement perpétuel, si vous voulez, et dans ce parlement perpétuel, on tâchera de fabriquer quelque chose qui soit programmatique, parce que Maastricht, c'est aujourd'hui, évidemment. C'est-à-dire que, quand vous me parlez de la BCE, évidemment qu'elle a envie de sauver l'Europe, mais pas de sauver la France. S'il s'agit de sauver la France ou l'Europe, elle choisira de perdre la France, mais de sauver l'Europe. La France et l'Europe. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un peu polémique. Vous avez dit, on a dit tout de suite, alto-fascisme, etc., quand on a entendu parler des gens qui vous rejoignaient. Et il y a même Le Monde qui s'est permis, en vérité, pour vous tenter de vous décrédibiliser, d'expliquer que l'extrême droite était séduite par vous. Moi, je me suis permis d'écrire dans le Figaro que ça n'avait plus aucune espèce d'importance pour nuire. Est-ce que vous pensez que j'étais dans la pensée magique ou que j'ai raison de penser que cette tentative de décrédibiliser les gens en les taxant d'extrême droite, elle est encore payante ou pas ?
Écoutez, moi j'y ai droit depuis très longtemps, hein, depuis au moins mon Freud, puisque j'ai critiqué la psychanalyse. Freud étant juif, j'étais donc antisémite. Ça a commencé comme ça. J'avais d'ailleurs écrit un traité d'athéologie où j'avais dit que l'athée que j'étais ne trouvait pas son compte dans le Talmud, dans la Bible et dans le Coran. Donc évidemment, j'étais christianophobe, j'étais islamophobe, j'étais antisémite. Donc j'ai l'habitude de ces choses-là. Simplement, je crois que ça ne marche plus. Il y a un tas de gens qui pensent que si effectivement, comme le disent BHL, comment s'appelle-t-il, Jean-François Kahn, Julliard ou des gens comme ça, que Drummond, Déa, Doriot et moi, c'est la même chose. Si effectivement les gens pensent que la création de l'université populaire en 2002, que je crée justement pour lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen, c'était programmatique pour mettre des enfants dans les chambres, dans les trains et les envoyer dans les chambres à gaz, effectivement, si on croit ces choses-là, moi je serais juif, je serais pas très heureux de l'usage qu'on fait aujourd'hui de la Shoah. Cette façon de dire, dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, que vous êtes un antisémite, que vous êtes Marcel Déa, que vous êtes Doriot, que finalement ça rappelle les heures les plus noires de la France. Et quand ça vient du Monde, qui me reproche de faire du rouge-brun, je dis, mais c'est quand même en 1977, dans les colonnes du Monde, que Robert Forisson peut faire un papier dans lequel il nous dit que les chambres à gaz n'ont pas existé. Quelque temps après, c'est Alain Badiou qui, dans les colonnes du Monde, s'en vient nous expliquer que Pol Pot, c'est formidable. Je ne parle pas du soutien à la pédophilie, je ne parle pas de toutes ces choses-là. Je me dis, ce journal qui a accueilli des bruns très bruns, quand même, Forisson, des rouges très rouges, quand même, Pol Pot, me dit aujourd'hui que le rouge-brun, c'est moi. Simplement parce que je dis, il nous faudrait rassembler les souverainistes de droite, de gauche, d'ailleurs et de nulle part. Évidemment, quand on enlève le d'ailleurs et de nulle part, on dit de droite et de gauche, et ça c'était déjà ce qu'avaient fait les précédents. J'ajoute quand même qu'au XXe siècle, il y en a eu deux qui ont voulu réunir la droite et la gauche. Il y en a un qui s'appelait le général de Gaulle, et il y en a un autre qui s'appelait Emmanuel Macron. Jamais personne n'a estimé que le général de Gaulle était un homme d'extrême droite, un antisémite, un je ne sais quoi. Même chose avec Macron. Quand le général de Gaulle dit allez hop, droite-gauche, c'est une espèce de lecture horizontale. Moi j'ai une lecture verticale, il y a la France et ceux qui ne veulent pas de la France. Ça d'ailleurs, c'est une bonne définition du souverainisme. On se dit ceux qui veulent effectivement faire de telle sorte que la France continue comme une terre d'accueil, dans laquelle on accueille effectivement la misère, les immigrés, etc. Je n'ai aucun problème avec ça, pourvu que les gens aient envie de contribuer à l'énergie française, à la force française, à la tradition française. Là, il n'y a aucun problème dans ces cas-là. Tous ceux qui veulent de cette France-là sont les bienvenus. Et quand je dis d'ailleurs, il y a là les gens qui vont voter pour le parti des animalistes, pour les gens qui vont voter à l'extrême gauche, des choses qui font 1% ou 2%, les gens qui ne vont pas voter, les gens qui votent blanc, les gens qui votent nul. Politiquement, simplement... Ce que vous appelez le méli-mélo, ça s'appelle le peuple. Non, tout ce méli-mélo, c'est pas la droite et la gauche que vous rassemblez, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Excusez-moi, ce qu'a fait Macron, c'est pas ce que vous faites vous. Et tout ce méli-mélo, pardon, mais là, il va. Mais quelle extrême droite? C'est quoi l'extrême droite pour vous? Excusez-moi, alors, j'entends que vous envisagez Zemmour. Pardon, mais excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, j'envisage Zemmour? Bah si, dans votre débat, dans le débat que vous avez fait. Alors, mettez-le en prison, Zemmour, si vraiment c'est un fasciste. Non, je vous dis pas ça, je vous dis juste que Zemmour, c'est pas la droite et la gauche. Non, c'est pas ça. Vous mettez ensemble des souverainistes, certes, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas la simple droite et la simple gauche. Et moi, je pense que tout ce méli-mélo va... J'adore le simple droite et simple gauche. Non, mais c'est pas la droite classique, votre simple droite et votre simple gauche, les gens en bouffent depuis 30 ans. De votre simple droite et de votre simple gauche. Bon, je dis juste que c'est pas le PS et LR. Voilà, si vous préférez que je... C'est la même chose, le PS et les Républicains, c'est la même chose. C'est pas ce qu'on a connu de la gauche et de la droite. Et tout ce méli-mélo, à mon avis, va atterrir à l'extrême droite. Vous allez vous retrouver dépouillé de votre belle idée des étrangers qui peuvent, bien sûr, s'ils veulent contribuer à la nation. Et nous mettrons des enfants juifs dans les fours crématoires. Je vais pas jusque-là. C'est ça l'extrême droite, enfin. Faut être sérieux. Si on veut faire de l'histoire, mais l'extrême droite, c'est quoi? Ce que je vous reproche, c'est d'emprunter des termes qui sont pour moi très vagues, comme le grand capital, comme l'État profond. J'aimerais que vous puissiez me dire... Je n'utilise jamais le grand capital, je n'utilise jamais ça. Je dis le capital. Oui, pardon, mais en tout cas, ceux qui vous suivent sont des adeptes des théories de l'État profond et du grand capital. Qui a parlé quel est le dernier président de la République qui a parlé de l'État profond? J'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est alors le grand capital? Essayez, je voudrais avoir une image claire de ce que c'est. Pour moi, il n'y a pas le grand capital ou le petit capital. Je vois pas où vous êtes allé chercher ça. Je parle du capital. Quant à l'État profond, je vous rappelle qu'il y a quelqu'un, votre copain probablement, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui nous a dit que il changerait tellement les choses, qu'il aimerait tellement changer les choses que attendez, je vous dis juste que quelque chose s'opposait à ces changements et c'était l'État profond. Je veux bien, quand c'est Steve Bannon, c'est un concept d'extrême droite, quand c'est Emmanuel Macron, c'est un concept acceptable. Quand c'est moi qui l'utilise, j'essaie de savoir ce que c'est. C'est le prochain numéro, l'État profond. Et effectivement qu'il existe l'État profond, qu'est-ce que vous imaginez? C'est exactement. C'est tout un ensemble de gens qui tirent exactement dans le même sens pour faire de telle sorte que les techniciens, les technocrates et le pouvoir
mais pas le peuple. C'est le vieux projet de Saint-Simon. C'est le vieux projet de l'industrialisation du 19e siècle. Si seulement on pouvait faire l'économie du peuple. Quand le peuple en 2005 s'exprime, on lui coupe la tête en 2008. C'est ça, l'État profond qui nous dit on va s'arranger avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat. C'est pas quelque chose de caché. Hein, si vous voulez me faire dire qu'il y a un pouvoir occulte avec des juifs qui manipulent tout ça, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien si je disais une chose pareille. Je veux savoir exactement ce qu'on entend, ce que vous entendez par l'État profond, c'est le pouvoir des médias, par exemple. C'est cette idée que... Pardon, une anarchie, une élite qui se reproduit en train, une technocratie. Non, mais je veux dire qu'il y a dans les médias, moi, il y a des endroits où on m'invite pas. Il y a des endroits où, par exemple. Bon, on le sait, je veux dire, des France Inter, France Culture qui m'a viré, enfin des endroits comme cela, c'est clair. Libération, Le Monde ne parle de moi que pour m'insulter. Je veux dire, il y a des endroits où je ne suis pas invité. Maintenant, quand j'y suis, je suis devant le tribunal. C'est-à-dire que quand il s'agit d'inviter, je sais pas, que ce soit, enfin je vais pas donner des noms, mais prenez un Luc Ferry ou prenez un Bernard-Henri Lévy, quand ils viennent exposer quelque chose, il n'y a aucun problème, on leur déroule le tapis rouge. Moi, je passe tout mon temps à expliquer que je ne suis pas fasciste, que je ne suis pas nazi, que je ne suis pas antisémite, que je ne suis pas complotiste à chaque fois. Eh ben ça s'appelle l'État profond. Alors, cette idée qu'on ne peut pas débattre, parce qu'effectivement quand je débat avec Zemmour, on débat, et vous me dites ah bah oui évidemment si vous débattez avec Adolf Hitler et que vous entendez bien avec Adolf Hitler, c'est bien la preuve que vous êtes sur une mauvaise pente. Mais si vous êtes dans une logique polémique perpétuelle, on ne peut pas. Il y a par exemple, j'ai reçu un papier ce matin de Gaspard Koenig qui me dit je ne suis pas du tout souverainiste, mais formidable, on ferait défendre le souverainisme, on va pouvoir débattre. Et il donne des occasions de débattre, sans estimer que je suis Marcel Déat ou Doriot. Alors, enfin, il y a quelque chose d'assez sidérant. Joël, le Front populaire, c'est un programme politique. Est-ce que vous préparez votre candidature pour 2022 ? J'ai répondu 20 fois à cette question-là. J'ai répondu, je viens de recevoir des chiffres là en disant si on ferait se présenter, il est à 9%, etc. Mais tout le monde part, c'est de l'auto-allumage. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Le 17 juin, nous démarrons une plateforme sur laquelle nous allons fonctionner comme jadis les États généraux. Il y aura des cahiers de doléances. C'est ça mon sujet. Un programme, un grand débat. Non, enfin, un grand débat pour un programme. Un grand débat pour un programme. C'est-à-dire que moi je suis pas le malin qui va vous dire mais j'ai des idées sur la défense nationale, sur la géostratégie, sur les finances, sur la fiscalité, j'ai des idées sur l'éducation nationale, sur la culture, j'ai des idées sur tout et moi je serais capable en bonapartiste de tout régler. Avec mon ami Stéphane Simon et quelques autres amis dans cette aventure, on se dit moi, je suis sur une logique autogestionnaire, hein, et quand les problèmes de la paysannerie existent, il vaut mieux demander aux paysans ce qu'ils ont à nous dire. Même chose avec les marins-pêcheurs, même chose avec les instituteurs, même chose avec les infirmières. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont faire remonter des idées en disant, mais on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Et le souverainisme, pour moi, c'est ça. Ressolliciter le peuple, et non pas envisager une espèce de grand truc antisémite. Oui, pour changer les choses, il n'y a qu'une élection, c'est l'élection présidentielle. Alors, il y aura une élection présidentielle. A priori, cette revue est un lieu de débat, d'échange, où on évitera l'insulte, qui consistera à dire ah oui le souverainisme ça veut dire des chiens loups à toutes les frontières avec des miradors etc. Qu'on arrête cette caricature, juste dire c'est tenable, c'est pas tenable, comment c'est tenable, qu'est-ce que l'Europe, nous ferons aussi un numéro sur l'Europe avec un S en disant il y a des Europes, il n'y a pas qu'une Europe et qui serait l'Europe libérale, quelle Europe pouvons-nous construire? Et là il vaut mieux effectivement qu'on ait affaire à des gens plus compétents que moi sur ce sujet. Donc effectivement on fabrique de quoi faire un programme. Si après les gens ont envie eux de faire un parti, ils ont envie de faire émerger quelqu'un qui serait candidat au présidentiel, ça devient l'affaire autogérée de ceux qui deviendront les amis de Front populaire. Merci Michel Onfray. Pardon. Vous soutiendriez Marion Maréchal Le Pen ou pas? Vous êtes caricatural. Je vous pose la question. Non, je préférais Adolf Hitler s'il fallait vraiment voter. Mais terminera sur vous. Merci Michel Onfray.